Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Lise, je suis interne en cinquième semestre de gynéco-obstétrique, en fin de cinquième semestre, du coup. Euh, Mon parcours, alors c'est pas un parcours classique, on va dire. J'ai d'abord fait une première année de médecine et j'ai suivi l'enseignement pour faire sage-femme. Donc, j'ai fait après la première année de médecine, j'ai fait donc 4 années à l'école de sage-femme. J'ai passé le diplôme de sage-femme à la fin, j'ai eu mon diplôme de sage-femme et à ce moment-là, en fin de dernière année de sage-femme, en fait, j'ai demandé une passerelle pour retourner en médecine. Donc, j'ai fait la demande pendant ma cinquième année de médecine. J'ai eu mon diplôme en juin et j'ai repris du coup les études de médecine directement en troisième année via la passerelle. Donc ensuite, après, j'ai fait l'externat classique, enfin troisième, quatrième, cinquième, sixième année. Voilà, l'internat Ouais, normal. Et ensuite, j'ai passé le concours et donc j'ai choisi la gynécologie obstétrique. ouais. Alors Voilà. du coup, c'est vrai que c'est un parcours, bon, on va dire, qui n'est pas forcément le parcours classique avec la première année de médecine et puis ensuite le concours. Donc c'est intéressant en fait que tu viennes nous parler aussi de ce parcours-là parce que c'est vrai qu'il faut savoir, c'est pas quelque chose qu'on a forcément abordé au cours de ces lives, mais bien sûr, les études classiques, c'est la première année, vous inscrivez maintenant après Parcoursup, vous passez votre première année de médecine et vous accédez au cursus, mais il y a effectivement des parcours un petit peu différents où on peut avoir des passerelles. Donc là, comme tu l'as fait en tant que sage-femme, tu as pu réaccéder effectivement à la troisième année de médecine directement, c'est ça? Ouais, c'est ça en troisième année, Voilà, exactement. troisième année de En fait, médecine. Ouais. quand on a son diplôme de sage-femme, quand on a terminé les études de sage-femme, on peut, enfin en tout cas moi quand je l'ai passé, donc c'était en 2015, on peut, avec un diplôme de sage-femme, candidater pour la passerelle et accéder directement à la troisième année de médecine. Et par contre, si tu fais la demande pendant ton cursus de sage-femme, tu intègres la deuxième année de médecine. En tout cas, moi, c'était les conditions quand je l'ai passé il y a 6 ans déjà, et 7 ans même. Et voilà, je ne sais pas si ça a changé vraiment, je ne me suis pas vraiment renseignée, mais en tout cas, pour moi, ça s'est passé comme ça. Ok, bah super. Donc après, si vous avez des questions, on pourra aussi réaborder ce sujet-là, parce que voilà, c'est une façon d'accéder aux études de médecine. Ça permet aussi de rappeler peut-être à ceux qui nous suivent là, qui sont un peu plus jeunes, si vous êtes au lycée ou si vous êtes même en première année de médecine et que vous dites, c'est l'enfer, j'arrive pas, machin. Sachez que rien n'est perdu. Il y a des passerelles qui existent. Les passerelles, elles se développent en plus de plus en plus. Donc on a toujours moyen d'accéder à ce qu'on veut et de faire ce qu'on veut, même si on réussit pas par le parcours classique. Il ne faut surtout pas se décourager et perdre espoir. Et du coup, toi, tu as fait sage-femme, et alors, pourquoi maintenant tu es gynéco-obst? Qu'est-ce qui t'a fait choisir de bifurquer de sage-femme à la gynéco-obstétrique? Alors, il faut savoir que quand j'ai repris les études de médecine, c'était pour tout faire sauf de la gynéco-obstétrique. Je ne voulais pas du tout faire ça. Je trouvais que c'était horrible comme spécialité, qu'il y avait trop de gardes, que c'était l'enfer, qu'ils avaient une vie horrible et que je ne voulais pas faire ça. Et finalement, mon cursus d'externat, les stages que j'ai pu faire, je me suis très vite rendu compte que voilà, une spécialité purement médicale, c'est pas quelque chose qui me plaisait. C'était un peu trop tranquille pour ma personnalité en tout cas. Et j'ai fait beaucoup de stages dans les services de chirurgie. Et voilà, je me disais, la chirurgie, ouais, en fait, ça m'intéresse. Et comment dire, en réfléchissant à tout ce que j'avais envie, en fait, je voulais faire et de la médecine, et de la chirurgie, et aussi un peu d'urgence. Et finalement, en fait, en allant faire un stage d'externe en gynécologie obstétrique, je me suis dit, en fait, c'est tout, c'est ça. Et il y a tout ce qu'il faut, tout ce qui me plaît. Il y a de la gynéco, enfin, il y a de la médecine, il y a de l'obstétrique, il y a de l'urgence, il y a de la chirurgie. Enfin, c'est hyper varié et je pense que, et du coup, j'ai passé le CN et j'ai pu avoir en plus la spécialité. Donc, c'était parfait, quoi. Ok, Mais j'ai pas repris les études de médecine en me disant, je suis sage-femme, je veux faire gynéco. C'est pas du tout dans ce sens-là, en tout cas, ma façon d'avoir fait ça. ah oui, et du coup, là où tu fais tes études de médecine, c'était là où tu étais sage-femme avant? Exactement. En fait, j'ai fait mes études de médecine à Amiens et j'ai repris gynéco-obstétrique à Amiens. Et du coup, maintenant, comment dire, les sages-femmes qui m'ont formée pour être sage-femme deviennent maintenant, je suis leur interne et certains sont des amis et c'est très, très sympa de travailler avec eux. D'autres, c'est des gens qui ça se passait pas très bien, mais ça se passe très bien maintenant.
Mais ouais, en fait, je suis formée dans le centre enfin dans le CHU où j'ai fait mes études de sage-femme. Ok. Et donc tu disais, qu'est-ce qui t'a fait choisir en fait la gynéco obstétrique plutôt qu'une autre Bah, spécialité? en gynéco-obstétrique, après, voilà, j'ai pas la vision de toutes les spécialités. Voilà, je fais que ça, mais j'ai fait d'autres stages dans d'autres spécialités. La gynéco-obsté, ça allie vraiment beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a de la chirurgie, donc voilà, c'est la partie qui est quand même importante, qui prend quand même pas mal de temps. Et à côté de ça, il y a l'obstétrique. Il y a toute la prise en charge, le suivi des femmes enceintes, le suivi des femmes enceintes pendant la grossesse, pendant le travail, l'accouchement, les extractions et les analyses de rythme, enfin voilà, une pure réflexion médicale, on va dire. Il y a tout le côté gynécologie, donc tout ce qui est contraception, suivi gynécologique. euh, et après, il y a la partie aussi urgence, sur toutes les urgences en gynéco, donc les fausses couches hémorragiques, les grossesses extra-utérines, les torsions d'annexe. Enfin, c'est vraiment des choses concrètes et ça allie vraiment. Et en fait, une garde peut être tellement diversifiée. Enfin, c'est quelque chose où tu t'ennuies pas, tu sais jamais sur quoi ce que tu vas avoir. Tu sais vraiment pas. Tu sais pas s'il y a des gardes où tu vas faire que de l'obstétrique, d'autres où tu vas faire que de la gynéco. C'est vraiment hyper varié et c'est vraiment stimulant la réflexion de tout ça. C'est quelque chose qui est très intéressant. Ok, et souvent on dit que effectivement l'internat de gynéco-obst, bah, c'est un internat qui est, enfin, juste pour faire une petite aparté, peut-être pour ceux qui ne savent pas, il y a un internat de gynéco-médical qui existe, donc un diplôme d'études spécialisées pardon, sur la gynécologie médicale, et il y a un internat de gynécologie obstétrique. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence qu'il y a entre ces deux internats? Alors, en fait, l'internat de gynécologie médicale, ça va être pour à la fin être gynécologue médical. Donc, c'est-à-dire qu'il ne fera pas de chirurgie. Il n'y a pas du tout le côté chirurgical et il n'y a pas non plus de prise en charge obstétricale de l'accouchement. Le gynéco médical, il va pouvoir suivre des grossesses, c'est pas un problème. Passer aussi un diplôme d'échographie pour pouvoir faire des échographies obstétricales, des échographies gynécologiques. Il fera le suivi des femmes, enfin, le suivi gynéco, le frottis, les mammos, etc. Mais il ne fera pas la prise en charge chirurgicale. C'est-à-dire que dès qu'il y aura une pathologie à prendre en charge, une prise en charge d'un kyste, une prise en qui peut découvrir à l'écho, une prise en charge des anomalies du col qui sont dépistées sur les tests, enfin, tests HPV, frottis, biopsie, etc. Tout ça, après, ce sera adressé vers un gynécologue obstétrique, enfin un chirurgien en fait, parce que le gynécologue médical fait que du suivi et de l'échographie, etc. Mais il y a pas de chirurgie dans ça. L'internat est plus court, il dure 5 ans, je crois. Je pense que ouais. Il dure 5 ans. L'internat de gynéco, il est un peu plus long, du coup, il dure 1 an de plus, il dure 6 ans maintenant. Donc, il y a la phase socle, maintenant avec la nouvelle réforme, c'était la phase socle, ça dure 2 semestres. Euh, Ensuite, il y a la phase d'approfondissement qui dure 3 semestres. Il faut avoir passé sa thèse à la fin de la phase d'approfondissement, c'est-à-dire au bout de... Je crois que j'ai dit une bêtise. L'approfondissement, ça dure 6 semestres. Et en tout, du coup, socle et approfondissement, ça dure 4 ans. Il faut avoir passé sa thèse à la fin de la 4e année. Et ensuite, les 2 dernières années, ça s'appelle docteur junior. C'est le nouveau statut de l'interne qui nous commence seulement à se développer maintenant parce que les nouveaux internes de la réforme sont docteurs juniors depuis novembre 2021. Donc les premiers docteurs juniors viennent d'arriver nous, dans la spécialité de gynéco-obstétrique. Et ça dure 2 ans et à la fin, du coup, c'est terminé et il n'y a plus d'internat et après le post-internat où chacun choisit ce qu'il a envie de faire. Ouais. Alors du coup, comme on parle un peu des différentes spécialités, là, gynécologie médicale, gynécologie obstétrique, et que tu avais un petit doute là sur la durée de l'internat de gynécologie médicale, il faut savoir que bah, si, je pense que vous savez si vous nous suivez, que vous êtes externe, mais peut-être pour les plus jeunes, vous ne savez pas. En fait, il y a l'ISNI, donc c'est ISNI, c'est l'intersyndicale nationale des internes. Qui explique vraiment comment ça se passe dans tous les internats, la durée de tous les internats, parce que bah, c'est pareil, si vous nous suivez régulièrement maintenant depuis le début de ces épisodes-là, vous avez vu qu'en fait, souvent on parle des internats en expliquant, bah voilà, c'est quoi la phase socle, la phase d'approfondissement, la phase de docteur junior, et en fait, en fonction des internats, et ben, ces phases-là, elles sont vraiment, les phases sont les mêmes, mais les stages que vous devez faire, en fait, sont différents. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, on explique un petit peu, et vous pouvez retrouver donc sur le site de l'ISNI vraiment les explications de combien de temps dure un internat,
dans telle et telle spécialité, et quels sont les stages qui sont obligatoires à faire, où est-ce que vous devez passer, etc. Donc, ok, on a dit Ouais, gynécomed, c'est la partie plutôt prise en charge médicale de la femme, hein, ouais, exclusivement. c'est ça. Et gynéco-obst, tu as vraiment la partie chirurgicale que tu peux faire, donc l'internat dure. Et voilà, chirurgicale et obstétrique, du coup, enfin, sur la prise en charge de l'accouchement pathologique avec les extractions, dans tous forceps, les césariennes, des choses comme ça. Et en fait, au final, 6 ans, ça peut paraître long, mais 6 ans pour apprendre tout ça, la gynéco chirurgicale. On rappelle quand même que la gynéco chirurgicale, c'est aussi bien la chirurgie mammaire que la chirurgie pelvienne, que voilà, et plus l'obstétricale, plus toute la partie médicale. Est-ce que finalement, 6 ans, c'est pas court pour apprendre tout ça? 6 ans, c'est long et c'est court à la fois, en fait. C'est vrai qu'on se dit, ah, 6 ans, là, c'est horrible, ça va être vraiment long. Bon, après, moi, je ne suis pas à la fin encore, hein, j'ai encore un peu de semestre à faire. Voilà, après, la première année, elle est assez cadrée. On va surtout faire des stages, enfin, en tout cas, sur la maquette, sur ce qui nous demande. La première année, on va surtout faire des stages un peu de découverte, donc un stage en gynécologie obstétrique, souvent en CHU. Donc voilà, on va faire 2 semestres là. Et après, à partir de la phase d'approfondissement, donc pendant la 2, 3 et quatrième année, en fait, là, on va pouvoir s'orienter un peu plus sur d'autres stages. Il faut savoir que pendant ces 6 semestres d'approfondissement, on a 2 semestres à faire hors spécialité. C'est-à-dire qu'on va faire 2 semestres dans une autre spécialité que la gynécologie obstétrique. Donc, ça peut être de la chirurgie digestive, de la chirurgie urologique, de la chirurgie vasculaire, de la chirurgie plastique. Enfin, voilà. Et du coup, ça permet, moi je trouve, parce que je suis en train de le faire en ce moment, je suis en train de faire le semestre de chirurgie digestive, ça permet aussi de sortir un peu de ça, de la gynécologie obstétrique, de découvrir d'autres choses, une autre approche de la chirurgie, et d'apprendre pas mal aussi sur toutes les complications que nous, en tant que gynéco, on peut avoir en post-opératoire, faire une plaie de grêle, par exemple, d'un organe d'un intestin, faire une plaie d'un urtère, des choses comme ça, et ça permet du coup d'avoir l'autre versant de comment je répare en fait les complications. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est-à-dire que quand tu opères quelqu'un, il faut savoir te dire si j'ai une complication, il faut que je sache la gérer. Donc, du coup, ces semestres d'hors spécialité, ils sont hyper intéressants parce que ça permet d'avoir une autre vision des choses et d'acquérir des connaissances et des compétences qu'on n'aurait pas si on faisait que de la chirurgie gynécologique. Mais c'est vrai que la chirurgie gynécologique, c'est hyper vaste. En fait, ça part de la prise en charge du cancer mammaire, de prise en charge cancer de l'ovaire, de l'endomètre, du col, mais aussi tout ce qui est les traitements fonctionnels des fibromes, la prise en charge des kystes ovariens qui peuvent être bénins ou malins, peu importe. Et puis, tout ce qui est dans le domaine de l'urgence, c'est la grossesse extra-utérine rompue, la torsion d'annexe, les fausses couches hémorragiques. C'est vraiment un panel très large où la chirurgie du sein, c'est une approche voilà, sur le sein. Sur le pelvis, ça peut être soit une approche avec des laparotomies ou en célioscopie. Donc ça, c'est aussi un autre versant de la chirurgie, c'est le côté célioscopique. Et puis voilà, tout ce qui est... c'est vraiment une chirurgie qui est assez large, qui demande beaucoup de travail. Yes. Alors, juste, j'en profite pour ceux qui nous suivent, surtout, vous n'hésitez pas, hein, je l'ai rappelé au début de Zoom, il y a un petit chat qui existe, là, il y a la petite partie discuter avec la petite bulle. Donc, si vous avez des questions à nous poser sur la gynéco, la gynéco-obst ou sur les études de médecine en général, n'hésitez surtout pas à utiliser le chat. On est vraiment là pour répondre à toutes vos questions et pour que vous puissiez avoir les idées un petit peu claires voilà, sur la médecine, les études de médecine, et en l'occurrence, bon, ce soir, avec Lise, sur la gynéco-obst. OK. Donc, effectivement, on disait, ouais, la partie. Enfin, donc les 6 ans d'internat, c'est long, effectivement, mais en même temps, il y a beaucoup de choses à connaître. Et avec la gynéco-obst aussi, il y a quand même beaucoup de techniques. Enfin, il y a l'échographie, des techniques d'imagerie que tu dois maîtriser, que tu utilises régulièrement. Et ça, donc, pendant ta formation, donc, euh, tu te formes toi-même aussi, ou tu as des DU qui existent? Alors en fait, c'est vrai que ça me paraît normal, mais c'est vrai que c'est pas évident à comprendre. En fait, on a notre formation théorique, enfin, avec nos stages, etc. Mais après, pour pouvoir
par exemple, faire des échographies plus tard, il faut avoir un numéro d'inscription, RPPS, etc., un numéro d'adhésion, et être titulaire du coup du diplôme d'échographie. Donc en fait, c'est des diplômes universitaires qu'on doit passer pour pouvoir après prétendre à pouvoir faire des échographies dans le cadre de dépistage en ville, si les gens souhaitent s'installer en ville après, ou à l'hôpital. Après, voilà, le premier jour de l'internat, quand tu arrives, on te dit, voilà, les urgences, c'est là, il faut que tu ailles faire une échographie et tu découvres la machine le premier jour. C'est un peu, voilà, les premiers jours, c'est un peu laborieux, mais l'échographie, c'est quelque chose qui s'acquiert assez rapidement, on va dire. Voilà, de toute façon, quand tu es aux urgences, tu fais des échographies toute la journée. Au bout d'un moment, l'écho, ça devient quelque chose d'hyper facile et hyper fluide pour toi parce que c'est un peu ta troisième main, quoi. Enfin, faire une échographie, c'est quelque chose qui facilite quand même pas mal les choses. Mais voilà, il y a des diplômes à faire. Personne ne nous oblige à faire des diplômes, d'accord? C'est vraiment chacun en fonction de ce qu'il veut faire. Ce qui est assez compliqué, c'est comme c'est une spécialité variée, on ne peut pas tout faire. Ce que je veux dire, c'est que si on s'oriente plus vers la chirurgie, on va forcément délaisser l'obstétrique un peu. Si on s'oriente plus sur je veux être obstétricien, etc., dans ces cas-là, les gens délaissent un peu la chirurgie, vont faire de la chirurgie. Enfin, on va forcément faire les stages de chirurgie, on va apprendre comme tout le monde, mais voilà, pour faire plus de la prise en charge d'urgence, être à l'aise sur les prises en charge d'urgence, mais par exemple, voilà, il y a quand même une différence entre les obstétriciens et les chirurgiens gynécologiques. Mais il faut savoir faire les deux. Parce que dans des maternités, il y a des gardes à prendre et que bah, tu as beau être chirurgien, tu peux faire du lac cancéro. Si tu fais si es de garde et qu'il y a une extraction, une analyse de rythme, etc., il faut que tu saches faire de l'obstétrique. Enfin, ça, c'est quelque chose auquel tu ne peux pas passer à côté, quoi. Donc voilà, et après, il y a plein d'autres diplômes. Si tu veux t'orienter vers, je ne sais pas, la cancéro, bah, tu peux faire le DU de colposcopie, tu peux faire un DU d'oncologie. Si tu veux t'orienter sur la pathologie de la femme ménopausée, tu fais un DU de ménopause. Si tu veux t'orienter sur la mécanique obstétricale, et ben, tu fais un DU de mécanique et technique obstétricale. Si tu veux te former à la celluloscopie, tu vas faire une formation en plus sur de la celluloscopie. C'est toujours des choses qui sont hyper intéressante, mais ça reste en plus de ton temps de travail à l'hôpital, en plus de tes gardes. Enfin, c'est vrai que on ne te dégage pas totalement du temps pour que tu puisses faire ça. Donc, c'est une charge de travail quand même assez un peu supplémentaire, quoi. Tac. Bon, du coup, on a répondu, je pense, en partie à la question de Victoria qui nous disait c'est peut-être un peu tôt de poser la question, mais quels sont les types de DU possibles durant l'internat de gynéco-obsté? Donc, tu as répondu à pas mal de DU qu'il est possible de faire. Il y en a beaucoup, tu as une idée un petit peu du nombre de DU accessibles aux gynécologues? Je ne me suis pas vraiment renseignée. Après, moi, j'avoue que j'ai plutôt renseigné sur ceux qui m'intéressent. Donc voilà, moi, par exemple, j'ai fait les deux de colposcopie. C'est la prise de la colposcopie, c'est examiner le col au microscope pour faire des prélèvements, des biopsies, pour ensuite voir quel traitement on doit faire sur des cols qui sont pathologiques. Là, je suis en train de passer le DU d'échographie parce que le DU d'échographie, c'est quelque chose qui est quand même hyper important, même si voilà, je ne veux pas faire peut-être de l'obstétrique toute ma vie. Alors, je vois qu'il y a une question, c'est quoi exactement l'obstétrique? En fait, l'obstétrique, c'est tout ce qui va toucher à la femme enceinte et l'accouchement. En fait, c'est la prise en charge de la femme en salle de naissance, les manœuvres qu'il y a à faire pour des accouchements, par exemple, du siège, les extractions, les ventouses, forceps. En fait, l'obstétrique, c'est tout ce qui touche à la grossesse. Je ne sais pas si ça répond à ta question, je ne sais pas si c'est assez clair ou Oui, pas. la question de Eva, mais je pense que c'est assez clair. Et juste pour ajouter, ça touche à la grossesse et aussi au postpartum. Oui, oui. Voilà. Alors, le DU de phétopathologie, c'est pas vraiment un DU, en fait, maintenant, ça c'est plutôt une FST. En fait, avec la nouvelle réforme, on peut se surspécialiser dans certains axes de la spécialité. Donc, il y a un DU enfin une FST de cancérologie, il y a une FST de phétopathologie, il y a une FST de PMA et il y a une quatrième FST d'expertise médicale, je crois. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, cancéro, expertise médicale, phétopathologie et médecine de la reproduction. Ça, c'est un truc qui te rajoute en fait des semestres à ton internat. Enfin, pas dans toutes les villes, ça dépend vraiment un peu des endroits, mais en gros, c'est... alors, je ne suis pas très très calée sur ça pour le coup, mais c'est pas un diplôme universitaire, c'est pas quelque chose
où tu vas avoir des cours avec un examen à la fin. Ça va être vraiment un semestre à valider un certain centre avec des actes à faire. Enfin, je pense, je me trompe un peu, je sais peut-être, Ouais. je suis pas sûre. Toi, tu sais peut-être un peu plus, mais Ouais, en fait, sur les FST, donc c'est des formations spécifiques transversales, c'est un peu de la surspécialité. Et en gros, la FST, ça dépend si tu fais un internat court de 4 ans. Dans ce cas-là, ça te rajoute 1 an supplémentaire quand tu fais une FST. Mais si tu fais un internat long de 5 ou 6 ans, en gros, tu peux faire ta FST pendant ton internat, ça ne va pas t'ajouter d'années supplémentaires. Mais il faut voir effectivement ces formations-là comme des formations vraiment de surspécialisation. Comme tu l'as dit, il y a par exemple effectivement la phétopathologie, donc c'est vraiment, tu vois, très 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 spécifique. Il y a très peu de médecins en fait qui sont qualifiés en phétopathologie. Par exemple, là, dans notre centre à Amiens, je ne sais même pas s'il y a vraiment des gens qui sont vraiment qualifiés avec cette formation-là. Donc c'est vraiment très très spécifique. Mais après, si tu as vraiment des questions particulières sur la phétopathologie, tu peux nous les poser, Victoria, on essaiera de t'y répondre avec grand plaisir. Mais là, vraiment, on touche du domaine de l'ultra spécialité. Eva, elle posait une question donc sur les gardes, les astreintes. Comment ça se passe quand tu es interne? Alors déjà, bon, bah, quand tu es interne gynéco-obstétrique, est-ce que tu fais beaucoup de gardes? Tu as un rythme? alors, euh, tu fais des gardes. De toute façon, c'est une spécialité avec des gardes. Donc voilà, tu travailles sur des gardes et en fait, ta formation, elle est aussi sur tes gardes. Parce qu'en fait, tous les trucs d'urgence, toutes les prises en charge comme ça, tu vas les acquérir en faisant des gardes et aux urgences. Alors, à peu près, je dirais, je ne sais pas comment ça fonctionne pareil dans les autres hôpitaux, mais nous, en tout cas, à Amiens, où on a une ligne de garde et une ligne d'astreinte. C'est-à-dire que tous les jours, il y a une personne de garde et une personne d'astreinte. Et on a à peu près, si tu additionnes garde et astreinte, on en a 7 par mois, je pense, avec un week-end sur 3 à peu près de garde. Euh, c'est un rythme qui est assez soutenu. Après, nous, on bénéficie de nos repos de garde. Dans chaque hôpital où je suis allée, enfin, que ce soit dans le centre au CHU ou dans les hôpitaux périphériques, j'ai toujours pu avoir les repos de garde. J'ai jamais dû, sauf cas exceptionnel, où des gens font un examen, il y a des gens en formation, etc. Voilà, ça peut arriver de rester, mais bon, c'est très, très rare de rester sur tes repos de garde. Et je pense que ça doit être la majorité des cas maintenant. En tout cas, je l'espère que c'est la majorité des cas en France. Voilà. Et plus tard, en étant interne ou plus tard, après, ça va dépendre de où tu travailles et un peu de combien vous êtes dans votre centre, parce que il y a des endroits où tu vas avoir, si tu poses dans une maternité où tu as pas mal de gynéco, bah, tu vas pouvoir être confortable à avoir 2 à 3 gardes par mois. Et il y a d'autres maternités où, qui sont un peu plus en sous-effectif et tu vas te taper 6 ou 7 gardes par mois avec peut-être un week-end sur 2. Ça dépend vraiment après de où est-ce que tu travailles et comment ça s'organise. Mais voilà, tu as tout le temps des gardes. En vrai, t'as régulièrement, tu peux pas passer 15 jours sans faire de garde. C'est quand même pas possible, sauf si tu es en vacances, quoi. C'est tout. Donc ouais, effectivement, ça fait partie des spécialités où tu es obligé d'avoir un rythme de vie, même après, comme tu le dis, si tu travailles dans une structure, une clinique, si tu travailles dans un hôpital ou si tu travailles dans un CHU a fortiori, bah, tu ne pourras pas te passer de ce service de garde-là. Tout le monde fait des gardes, même les plus vieux. C'est une spécialité à garde, en fait. Tu dois être dispo 24 heures sur 24. Il peut se passer n'importe quoi 24 heures sur 24. Donc, tu es obligatoirement de garde, quoi qu'il arrive. Et quand tu fais une astreinte en tant qu'interne, elle est payée combien et ça se passe comment? Euh, là, je sais pas. Non, mais du coup, ça fait 1 an et demi que je suis plus au CHU et que du coup, dans les autres centres où je suis, il n'y a pas d'astreinte. En fait, c'est que des gardes. Donc, te dire combien j'étais payée, il faut que j'aille chercher mes fiches de paye pour te dire ça, mais je me souviens pas. C'était quoi ton autre question? Combien t'es Bah, payé après, une astreinte, en fait, quand tu es appelé, c'est pareil. Après, alors nous, les astreintes, quand c'est la semaine, donc du lundi au vendredi, l'astreinte, elle reste pour aider l'interne de garde pour vider en gros les urgences, pour essayer qu'il ait le moins de travail possible. Si à côté, il doit faire des blocs, césariennes, etc. Le but, c'est que l'interne, quand il est de garde, il revienne et que les urgences, elles soient vides ou qu'il n'y ait presque pas d'attente. En gros, tu restes jamais très tard, enfin, jamais très tard, sauf cas exceptionnel, mais je dirais à 21h, 22h, tu es rentré chez toi. Et c'est très, très rare que tu sois appelé la nuit
pour une urgence. Enfin, vraiment, moi, ça m'est jamais arrivé en tout cas. Et après, quand tu es d'astreinte les week-ends, nous, ce qui se passe, c'est qu'on fait, donc on est celui de garde et celui d'astreinte. Il y en a un qui fait la visite en gynéco, l'autre qui fait la visite en grossesse pathologique, en maternité. Et puis, on se retrouve après aux urgences. On déblaye le max possible les urgences. Et des fois, il se peut que tu puisses rentrer assez tôt au sud de ton astreinte le samedi et le dimanche. Comme des fois, il se peut que tu rentres chez toi, il soit à 20h, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est assez aléatoire. Les astreintes, tu sais jamais trop comment ça va se passer. En fait, il y a des fois où tu n'auras rien à faire, tu n'auras personne et tu vas rentrer chez toi. Et en fait, tu peux jamais prévoir du jour au lendemain. C'est pas quelque chose de prévisible. Donc, tu peux avoir plein d'accouchements un jour comme zéro le lendemain, quoi. Ah ouais, C'est bien sûr. assez- Ça dépend de tes patientes, ça c'est sûr. Quoique, il y a quand même des pics, non, au niveau des accouchements pendant Ouais, ça arrive. Ça qui fait arrive des fois, on comprend après pas trop, mais bon. les fêtes de fin d'année. On calcule toujours 9 mois plus tard et on dit, ah, bah, c'était les vacances scolaires. Ah, bah tiens, c'était Nouvel An. Ah, Bah, bah tiens. Et des fois, ça fonctionne plutôt bien, ces petits calculs. quand tu es gynéco obsté, effectivement, tu as des périodes comme ça où tu vas éviter les gardes en fait. Ouais, bah, tu auras toujours au moins une garde dans la semaine, donc c'est assez. Victoria nous pose une question sur le classement donc aux ECN qu'il faut Ouais. avoir pour accéder à la spécialité de gynécologie. Alors, De gynéco. je sais pas si tu peux faire une petite recherche en même temps que je parle pour voir un peu, mais Ouais, en gros, moi, j'étais classée 4050, un truc dans le genre. Et j'avais encore d'autres villes qu'Amiens, hein. Je suis restée à Amiens par choix, pas parce que c'est ce qui me restait. C'était un choix, c'est parce que j'avais fait mes études ici et que je restais ici. Mais j'avais encore d'autres places. J'avais encore Grenoble, j'avais encore Clermont-Ferrand, j'avais encore d'autres places. Je dirais peut-être jusque 4500, ouais. 7500 Pour avoir, peut-être. pour avoir un ordre d'idée, c'est à peu près sur 8500, 9000 étudiants. On parle chaque année, il y a à peu près 8500, 9000 étudiants qui passent les ECN. Et donc là, je suis en train de regarder la dernière place, on va dire, de gynéco obst. Alors attends, je suis pas sur le bon, je suis pas sur le bon fichier. Ouais. Et je check en même temps, mais effectivement, je pense que sans dire trop de bêtises, à peu près voilà, au milieu du classement, 4500 max, je pense que tu peux avoir encore gynéco obst et gynéco Ouais. med. Après, c'est variable en fait d'une année à l'autre parce que tu sais jamais en fait ce que les gens ils vont faire devant toi. Et moi, tu vois, l'année où j'ai passé le CN, j'étais 4050. Je me suis dit, je veux Amiens, c'est bon, ça va passer large. L'année dernière, la première qui a pris Amiens, elle était 4200. Et bah, finalement, j'ai fini quatrième sur 5 de ma promo parce ils étaient beaucoup plus à le prendre cette année-là. Donc, c'est assez fluctuant. Et je dirais que ouais, jusque 4500, tu as gynéco-obst. Après, des fois, gynéco-med, ça part avant gynéco-obst. En fait, c'est vraiment très variable. Il y a moins de postes de gynécologie médicale que de gynécologie obstétrique. Euh, donc, Par exemple, là, j'ai voilà. les chiffres. En 2021, donc sur le dernier ECN, gynécomed, c'est parti à 4542, pour être précis. Et gynéco-obst, c'est parti à 4717. Donc, tu vois, gynécomed, c'est parti avant. Euh, alors, Si on tient des DU hyper spécialisés, est-ce que ça nous oblige à travailler dans des CHU, des grands centres? Bah, moi, c'est un peu ce qu'on m'avait dit pour la FST de cancéro. Le truc, c'est que on m'a dit, bah, si tu fais la FST de cancéro, c'est bien, mais tu vas faire de l'ultra spé, en gros. Et du coup, il faut te dire que si tu fais ça, tu mets quand même de côté tout le reste, hein. Et moi, c'est pas ce que j'avais franchement envie de faire. J'avais envie voilà, de m'y connaître en cancéro, de pouvoir faire des prises en charge, mais j'avais pas envie d'être ultra spécialisée là-dedans. Après, c'est assez, euh, c'est assez variable. Tu vois, par exemple, si tu vas faire la FST de PMA, eh ben, ça va être intéressant pour toi de bosser dans des centres où enfin, dans des endroits où il y a de la PMA. Donc, du coup, bah, c'est forcément dans des CHU ou dans des maternités qui ont des niveaux assez élevés, tu vois. Pour la FST de cancéro, c'est pareil, tu pourras pas. Enfin, ce serait dommage, je pense, d'avoir fait une FST de cancéro et de travailler dans un centre où tu n'as pas assez de recrutement pour pouvoir bien mettre en pratique tout ce que tu as appris. Donc, je pense pas que ça t'oblige à travailler dans un CHU, mais je pense que de tout ce que tu auras appris, tu as probablement envie de travailler dans des centres spécialisés.
Ok, bon, je rappelle toujours à nos téléspectateurs, je ne sais pas comment on peut les appeler, qui peuvent dans le chat comme vous faites, c'est super. Vous êtes encore avec nous depuis le début, donc c'est vraiment super. J'espère que ça vous plaît et tout ce qu'on raconte, c'est que vous apprenez des choses. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. Moi, je continue ma petite interview. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'une journée type, on va dire, si tu es aux urgences, une journée type, ça se passe comment? Tu arrives aux urgences à 8 heures et tu repars à 18 heures des urgences. Voilà. Et Non, mais en vrai, quand tu es aux urgences, c'est un peu le côté, enfin, c'est pas le meilleur côté de la spécialité, je trouve, les urgences. Il faut savoir que quand tu démarres, tu vas faire beaucoup d'urgences parce que bah, c'est le poste que personne ne veut faire et que du coup, bah, tu es le petit nouveau et bah, tu feras des urgences comme tout le monde parce que tout le monde y est passé et qu'il faut que tu sois formé, il faut que tu saches prendre en charge. Mais en gros, bah, les urgences, c'est un peu comme les urgences générales, hein. Les patientes, elles viennent pour des problèmes qui sont plus ou moins urgents, on va dire, des choses qui peuvent être très aiguës avec une prise en charge qui nécessite une prise en charge rapide, comme je disais tout à l'heure, une dame qui va faire une fausse couche hémorragique, qui va faire un choc hémorragique derrière, qu'on va devoir techniquer et aller aspirer au bloc pour pouvoir gérer le problème. Et après, tu auras des gens qui vont venir parce que bah, ça fait 3 semaines qu'ils ont mal au ventre, quoi. Et ça, c'est un peu compliqué enfin, il faut toujours rester très, très aimable, très courtois, très poli, considérer tout le monde de la même façon. Mais voilà, les urgences gynéco, elles sont autant polluées que les urgences générales par des motifs de consultation qui nécessitent pas forcément de l'urgence. Mais après, bah, c'est tout, on n'a pas le choix et c'est comme ça. Mais en gros, ta journée type aux urgences, bah, c'est ça, hein. Tu arrives aux urgences et puis bah, tu vois tes patientes au fur et à mesure. Et tu peux voir aussi bien de la gynéco, donc des patientes qui vont venir pour des problèmes gynéco, des règles très abondantes ou, je sais pas, une masse au niveau du sein qui est apparue brutalement, des abcès au niveau du sein, etc. Et après, comme tu vas pouvoir faire de l'obstétrique avec des saignements sur début de grossesse, tu peux aussi avoir des pertes enfin, des dames qui viennent enceintes parce qu'elles ont perdu du liquide à 27 ou 28 semaines. Et ça, derrière, découle bah, toute une prise en charge obstétricale que c'est toi qui commences à initier aux urgences avec tout le traitement à mettre en place. Mais bon, ça, c'est pas trop le sujet de la discussion de ce soir, mais c'est assez varié. C'est pareil, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Tu vas pouvoir passer une journée où tu vas avoir que des motifs de consultation inintéressants et tu vas te dire super, voilà. Et tu peux avoir des journées où tu vas te dire, Tain, c'est génial, j'ai vu plein de trucs variés aujourd'hui, j'ai vachement progressé et tout. Donc, euh, donc voilà, la journée type des urgences, c'est pas hyper palpitant, mais de toute façon, c'est ce que tu verras sur tes gardes. Donc, dans tous les cas, il faut faire des urgences parce que c'est ce qu'il y a en garde, donc pas le choix, quoi. Et et tu peux aussi avoir effectivement des urgences vitales, quoi. C'est-à-dire que la patiente, tu la vois, tu fais son entrée, tu la vois aux urgences et hop, vous allez au bloc Ouais, pour. voilà, une dame qui va venir sur douleur pelvienne sur début de grossesse parce qu'elle a fait un test de grossesse positif il y a 15 jours et que là, elle a vraiment très très mal au ventre et tu vas faire l'écho, tu vas avoir une grossesse extra-utérine avec un épanchement qui va montrer qu'il y a quelque chose qui saigne dans le ventre, bah, c'est tout en fait. Là, tu techniques la dame, tu vas au bloc et tu règles son problème, quoi. Enfin, tu prends en charge la grossesse extra-utérine. Donc oui, c'est bien dans le cadre de toutes ces urgences, c'est des choses très intéressantes avec une réflexion intéressante, mais après, tu as toujours bah, la dame qui vient à 3 heures du mat parce qu'elle est une mycose, quoi. Ouais. Mais bon, Ok. ça... Et en dehors donc des urgences, ce que tu peux faire aussi, c'est de la consultation. Tu peux faire aussi des journées de Ouais. consultation. Et là, c'est pareil, tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, les journées de consulte? Bah, la journée de consulte, c'est une journée assez carrée, on va dire. Tu as ta journée de consultation avec, ça dépend après si tu fais plus de la consulte gynéco ou de la consulte obstétrique, mais ce sera comme quand tu vas chez le gynéco. Enfin, toi, tu ne sais pas, mais quand les femmes vont chez le gynéco ou chez le médecin traitant, c'est classique. Donc, les dames, elles vont venir pour leur suivi de grossesse. Elles peuvent venir pour leur suivi gynécologique parce que elles ont un changement de contraception à faire, un renouvellement de contraception, des intolérances par rapport à leur contraception, le frottis à faire. Voilà, c'est quelque chose qui est assez varié, c'est intéressant. Ça, comment dire, si tu fais une consulte qui est mixte, on va dire gynéco-obstétrique, c'est bien parce que comme ça, c'est pas une
Ouais, la journée classique de la consultation, c'est pardon, c'est une journée classique d'un médecin qui va faire ses consultations et voilà, tu sais pas non plus pourquoi les dames viennent mais c'est pas de l'urgence et c'est du suivi. Ça peut être des patients que tu as déjà vus, que tu vois enfin, après quand quand tu es installé, hein, que tu suis, etc. Les gens à qui tu changes la contraception, tu renouvelles, etc. Ou le frottis, le suivi chez des patientes qui sont ménopausées, qui peuvent venir pour plein de choses, pour des saignements, pour enfin, des inconforts, des choses comme ça. Donc, c'est ça. Et après, tu as ton suivi obstétrique où tous les mois, tu vois les femmes enceintes pendant la grossesse, quoi. Ok. Et ça, tu le fais bon, bah, quand tu es interne. Tu peux commencer dès ton premier semestre ou peut-être un peu plus tard à faire des consultes. Bah, il faut quand même un peu avoir de... Alors, moi, c'est un peu différent parce que du coup, comme j'avais eu les études de sage-femme avant, j'avais déjà fait des consultes de sage-femme. Donc, du coup, voilà, ça ne m'aurait pas gêné de commencer directement. Je pense que pour un interne qui a fait un parcours normal avec enfin, externat, enfin, P1 externat et début d'internat, il te faut quand même un peu de temps pour comprendre et pour pouvoir bien prendre en charge et bien faire le suivi. Je pense que, ouais, après le deuxième semestre, enfin, ouais, fin de premier semestre ou milieu de premier semestre, tu peux commencer à faire des consultations, mais dès le départ, c'est un peu compliqué. Mais ça reste quelque chose de très intéressant. Et après, c'est quoi, pour participer aux accouchements, ça fait partie des urgences. Bah, en fait, non, pas. Il y a un interne aux urgences et après, alors ça dépend aussi des organisations de chaque service, mais logiquement, tu as un interne qui est aux urgences et tu as un interne qui est de garde et cet interne-là va gérer les accouchements pendant toute la garde. En fait, c'est un peu divisé. En semaine, par exemple, tu vas faire ta garde et tu vas pouvoir gérer les accouchements. Il y aura un de tes collègues qui sera aux urgences la journée et après, il te redonne les urgences le soir, quoi. Donc, mais après, tout dépend aussi comment ça fonctionne. Moi, après, dans toutes les maternités où j'ai travaillé actuellement, c'était divisé où il y avait un interne aux urgences et un interne de garde qui gérait justement ça, toute la partie obstétricale pendant 24 heures et reprenait le côté urgence à partir de 18 heures le soir, quoi. Yes. Et toi, tu étais passé en tant que... Bon, enfin, je vais te poser la question, mais en tant qu'externe, tu étais passé dans le service de gynéco-obst, je pense. Ouais, je l'avais dit tout à l'heure, ouais, j'avais refait un stage en gynéco-obstétrique Et juste avant le CN, fin de D4. je sais pas, donc il y a peut-être des externes qui nous suivent, qui nous regardent ce soir, mais bon, moi personnellement aussi, j'étais passé. C'est un stage que je conseille quand même, la gynéco-obst, parce que je trouve que quand tu es externe, c'est vachement pratique. Et puis en fait, tu peux apprendre concrètement beaucoup de choses sans forcément, tu vois, te plonger dans le bouquin de gynéco-obst qui est quand même compliqué. Bah là, en fait, tu vois des cas pratiques, des cas concrets, tu vois, tu fais des gestes. L'externe aux urgences même de gynéco-obst, il fait énormément de choses en fait, hein. Il peut même faire des échos. Ah oui, moi j'ai des externes qui, s'ils sont investis, s'ils ont envie, il n'y a pas de souci. Et en plus, le truc, c'est que les urgences, tu vas quand même toujours les mêmes motifs. C'est enfin, saignement sur début de grossesse, douleur abdo en début de grossesse. C'est quand même, je pense, 70% des consultations. Euh, et du coup, ça, pour le SEM, bah, en fait, si tu tombes sur ça, tu auras tout. Enfin, tu sais ce que tu dois faire, tu sais quelle prise de sang tu dois faire, ne pas oublier ça, ne pas oublier ça. Si tu passes en service de surveillance de grossesse, bah, toutes les menaces d'accouchement prématuré, les ruptures prématurées des membranes, tu auras le protocole parce que voilà, tout est protocolisé, il n'y a pas de choses particulières. Enfin, je trouve que c'est un stage qui, alors moi, parce que j'aime ça, donc forcément, je veux dire oui, c'est hyper intéressant, mais je trouve que c'est un stage qui te permet vraiment de mettre en pratique, enfin de bien mettre en pratique tes cours en fait et de bien pouvoir te projeter sur les cas et les pathologies que tu peux rencontrer. Ça paraît vraiment plus fluide en tout cas. Ouais. Bon, alors après, j'ai une autre question qui a un peu rien à voir, mais est-ce que c'est compliqué de faire de la gynéco quand quand t'es un garçon? Je suppose que tu as des collègues qui sont garçons, forcément. Bah, non, j'ai pas l'impression que ce soit compliqué pour eux. Même, il y a des femmes qui vont dire, alors, il y a les deux cas. Il y a les dames qui vont dire, oh non, non, moi, je veux absolument pas un homme, c'est pas possible, je veux pas que ce soit un homme. Et il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus mal à l'aise d'être face à une femme. C'est assez bizarre, mais il y en a beaucoup qui disent, ah non, non, moi, je veux pas me montrer devant une femme. Moi, mes collègues s'en plaignent pas. Dans ma promo, on a un garçon, mais dans la promo d'en dessous, ils sont trois mecs. Enfin, voilà, et ça se passe très bien. Et
voilà, les prises en charge sont les mêmes et il y a pas, ils vivent pas mal. Enfin, il faut savoir que on voit ça toute la journée en fait. C'est notre quotidien, donc en fait, il y a enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est notre travail. Donc voilà, il n'y a pas de souci particulier à ce que ce soit un homme qui soit gynéco. Souvent pour les dames qui viennent te consulter, c'est pas forcément aussi évident, tu vois, de dire bah oui, c'est Oui, ton oui. la journée, donc peut-être que c'est plus difficile. Ouais, je me disais peut-être c'est plus difficile pour une dame de voir un homme que de voir une femme. Moi personnellement, ça m'était déjà arrivé quand j'étais en stage en gynéco-obs, c'est en fait que des dames me demandent est-ce que l'étudiant peut sortir de la salle parce que voilà, ça me gêne un peu. Et c'est vrai que bon bah, je me disais, Ouais, mais c'est parce que tu étais étudiant et je pense que du coup, déjà, c'est pas hyper, enfin, t'es pas hyper à l'aise quand tu vas aux urgences. Quand en plus tu as voilà, un étudiant et que c'est un homme, je pense que voilà, elle se permet plus. Si elles ont, enfin, moi, mes co-internes, jamais quelqu'un a dit non, je veux pas vous voir. Et de toute façon, en fait, si elles disent non, il n'y a personne d'autre. En fait, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que, bah, en fait, si tu dis non, bah, tu ne seras pas reçu, quoi, parce que bah, c'est un médecin comme tout le monde. Donc, si tu dis non et que tu rentres chez toi, c'est que ton problème n'était pas urgent. C'est que tu peux attendre. Donc, c'est tout. Non, les gens, quand ils sont vraiment, vraiment mal, ils s'en foutent que ce soit un homme ou une femme. d'accord. Ok, bon, je vois que tout le monde est encore présent là depuis le début. Encore une fois, je vous remercie de nous suivre et j'espère vraiment que ça vous plaît et que ces interactions, les questions qu'on a, c'est Je pensais pertinent à et vous d'autres, apprenez. à une autre partie aussi auquel j'ai pas du tout abordé, c'est l'IVG. En fait, ça fait aussi partie de notre travail de gérer toutes les interruptions volontaires de grossesse. C'est quelque chose là auquel je viens de repenser. Euh, et c'est nous qui, du coup, faisons les IVG chirurgicales, donc c'est-à-dire les IVG non médicamenteuses qui nécessitent du coup une prise en charge chirurgicale. Donc ça fait aussi partie en plus des différentes missions du gynécologue. C'est quelque chose qui est vraiment très varié. Et, voilà. Après, donc, voilà, il y a quelque chose dans la loi, quelque chose qui stipule que si par contre l'interruption volontaire de grossesse, voilà, tu ne veux pas en faire parce que c'est contre tes convictions personnelles, etc. Tu peux, mais il faut que tu t'assures que quelqu'un d'autre puisse le faire à ta place. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire à une dame, non, moi je ne le fais pas, au revoir madame, c'est moi je ne le fais pas, mais je vais vous adresser à quelqu'un qui va pouvoir vous prendre en charge. Mm. Ouais, effectivement. Pour le côté psychologique de l'IVG, ça se passe quand? Bah oui, c'est une bonne question. Ça. Bah, alors, au niveau de la formation, alors, les IVG, elles sont organisées, enfin, les consultations, elles sont organisées dans des centres de planification familiale, de planning familial, il y en a dans tous les hôpitaux, il y en a en ville, etc. Nous, on fait les consultations de planning familial, c'est-à-dire qu'on reçoit les patientes adressées par leur médecin, leur sage-femme, etc., pour demande d'interruption de grossesse. On leur fait signer les consentements, on s'assure que voilà, tout le côté légal soit respecté. Euh, et on voit avec elles quelle prise en charge médicamenteuse chirurgicale. Euh, c'est pas quelque chose, mon point de vue, c'est pas quelque chose d'hyper facile à vivre dans certaines situations. Euh, c'est quelque chose duquel tu dois, je trouve, un peu te détacher parce que voilà, c'est pas évident. On a un métier où on fait tout pour que tous les bébés aillent bien, etc. Mais on a aussi l'autre facette où on est là pour aider les femmes et que les femmes dans le besoin qui ne souhaitent pas poursuivre une grossesse, on doit aussi être là pour les soutenir et pour les aider. Il ne faut pas faire transparaître voilà, tout ce que tu ressens. Et après, des fois, les patientes vont te parler, parler, parler. Elles vont se référer à toi comme la personne en qui elles ont confiance. Elles vont te confier beaucoup de choses. Et des fois, tu peux même faire la psychologue pour la patiente parce qu'elles en ont besoin, mais qu'elles ne veulent pas aller consulter. Et la formation, bah, en fait, une interruption volontaire de grossesse chirurgicale, ça reste comme une aspiration pour une grossesse arrêtée, comme une aspiration pour une fausse couche hémorragique. Le geste reste le même. C'est juste que voilà, la grossesse est toujours évolutive et que c'est ton acte qui va faire arrêter la grossesse. Euh, et dans le cas d'une interruption médicale de grossesse, le côté psychologique pour patient, bah alors ça c'est pareil, mais dans tous les cas, pour l'interruption volontaire de grossesse, on leur demande toujours si elles souhaitent un entretien avec la psychologue.
pour les patientes. Pour les interruptions médicales de grossesse, elles rencontrent forcément la psychologue. C'est des patients qui sont suivis, le parcours il est encadré, il faut qu'elle voie la psychologue, il faut qu'elle voie l'assistante sociale, parce que l'assistante sociale, elle va gérer tous les problèmes autour, tous les soucis de déclaration en fonction du terme, de l'accouchement, etc. Euh, la partie interruption médicale de grossesse, elle est aussi, voilà, c'est vrai que ça fait partie du côté obstétrique. Il y a tellement de choses en fait dans cette spécialité que j'en oublie un peu tous les aspects. Euh, ouais, dans tous ces parcours, de toute façon, le soutien psychologique est proposé et encore plus dans les interruptions médicales de grossesse parce que c'est quelque chose que tu peux pas laisser les gens comme ça, c'est pas possible. Comme dans le cadre de mort fétale, c'est pareil en fait. Quand les dames elles viennent en disant, je sens pas bon, mais je veux bouger depuis 2 jours et que bah, à l'échographie tu vois qu'il y a une mort fétale, c'est à toi de réussir à trouver les mots pour annoncer ce qui se passe. Déjà, ça, c'est pas évident. Et après, il faut voilà, faire tout un processus aussi psychologique avec la patiente et l'orienter vers un... Enfin, elle a une prise en charge psychologique de toute façon dans l'hôpital pour discuter de tout ça, parce que c'est des situations qui sont vraiment particulières et qui sont pas évidentes à vivre. Et même pour nous, soignants, en fait, hein, c'est vraiment compliqué d'être Côté- face à ces situations-là parce que bah voilà, il y a une distance avec les patients, mais il y a quand même des situations qui vont forcément t'affecter, dans lesquelles tu peux te projeter sur certaines situations, ou voilà, des parcours où tu vas te dire mais c'est pas possible, mais la pauvre, comment c'est possible qu'elle en arrive encore là maintenant? Et je pense qu'on devrait tous aller voir des psys parce que je pense que nous aussi on aurait bien besoin de ça. Ouais, c'est vrai que c'est la question que j'allais te poser, effectivement, du côté de l'interne, en fait, un peu la répercussion psychologique, la prise en charge psychologique, est-ce que c'est pas dur? Parce que voilà, c'est toi qui fais aussi le geste de faire soit l'interruption médicale, soit l'IVG, donc Mm. bon, toujours délicat, quoi. Si, 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 c'est des choses. Après, c'est des choses auxquelles on parle assez facilement, assez ouvertement entre nous, enfin, entre co-internes, entre sages-femmes, etc. Et ça permet quand même de. Dans ces situations-là, vraiment, tu sens que tout le monde est assez soudé et que voilà, tu peux discuter avec les gens assez facilement. Et c'est ça qui est important aussi, c'est d'être dans une équipe où tu es soutenu et que tu peux compter sur les autres. Et c'est Donc, pareil voilà. en salle de naissance, quoi. C'est-à-dire que toi, quand tu interviens en salle de naissance, souvent, Bah, c'est que ça va pas bien. C'est que quand on est appelé, c'est que bon, ça va pas bien. Après, c'est relatif. Il y a des situations où ça va, oui, vraiment pas bien, mais d'autres où, voilà, juste un problème d'accouchement avec une extraction, une ventouse ou un forceps, voilà, des fois, ça se passe, enfin, majoritairement, ça se passe très bien, hein. La plupart du temps, ça se passe très bien, mais il y a des degrés un peu d'urgence et c'est vrai qu'on est surtout appelé. Et quand le téléphone sonne et que c'est écrit salle de naissance, tu sais très bien qu'il y a quelque chose qui va pas et que tu vas devoir faire quelque chose, quoi. ok, bon, eh ben, les amis, il nous reste encore 7-8 minutes, une dizaine de minutes même si on veut, pour parler avec Lise, aborder la gynéco-obst, aborder la médecine. Donc, posez vos questions, c'est vraiment maintenant. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que bah, c'est le dernier épisode qu'on passe ensemble. Donc, c'est la dernière fois qu'on va discuter autour de la médecine, autour des spécialités. Il ne faut vraiment pas hésiter si vous avez Ouais, et puis si vous avez d'autres questions sur d'autres choses, n'hésitez pas non plus voilà, sur la médecine, sur la à méthodologie. demander des choses que j'ai pas assez. L'exercice est possible à l'hôpital et dans le privé. Alors, oui, tu peux, une fois que tu as passé l'internat, après, toi, tu fais ce que tu veux. Si tu veux t'installer en libéral, tu vas t'installer en libéral. Si tu veux bosser à l'hôpital, tu peux bosser à l'hôpital. Tu peux bosser en clinique, tu peux bosser en clinique. Tu peux aussi faire des consultations privées à l'hôpital. Après, il faut avoir le statut de PH, il faut avoir voilà, travailler, etc. Enfin, faire toutes les démarches, etc. Mais ça, tu peux faire comme tu veux. Tu peux faire que de l'activité libérale dans un cabinet en ville où tu vas faire des échographies de suivi de grossesse et ton suivi de gynéco et suivi de grossesse. Tu peux t'installer à l'hôpital et te dire, bah, moi, je fais que de la chirurgie et je prends des gardes obstétriques. Tu peux te dire, bah, moi, je veux faire que de l'obstétrique avec des gardes et du suivi de grossesse et du diagnostic anténatal. Parce que ça, c'est aussi une autre partie de la spécialité, c'est On aura pas la- abordé, hein. le, toute personne passe enfin, la plupart des gens passent le DU d'échographie, ce qui permet le dépistage, mais après, si tu veux vraiment enfin, perfectionner, après, il y a le diagnostic anténatal, c'est plus du diagnostic, du coup, c'est plus du dépistage où tu passes d'autres DU, d'autres formations. Donc, c'est vraiment hyper varié en fonction de ce que tu veux faire, quoi. Yes, Elise, Alors, poser y y a-t-il une a-t-il différence d'avis sur l'IVG chez parmi les spécialistes refus? Bah,
C'est pas fréquent, mais moi, je suis dans un centre là actuellement. Enfin, j'ai été dans un centre juste avant où il y avait, oui, un médecin qui ne souhaitait pas pratiquer les interruptions volontaires de grossesse par conviction. Et donc voilà, elle s'assure, enfin, cette personne s'assure qu'il y ait quelqu'un qui puisse le faire à sa place si ça tombe sur un jour où elle doit, je sais pas, être de garde et le faire, et cetera. Le temps passé au bain pendant l'internat, ça représente quoi en temps par semaine? Bah, en fait, ça dépend vraiment de ton semestre. Par exemple, nous, enfin moi dans ma formation, j'ai fait un premier semestre au CHU où c'était que de l'obstétrique. Après, je suis allée dans des centres périphériques où en fait c'est totalement mélangé, où ça fait et de la chirurgie et de l'obstétrique. Et en fait, c'est crescendo. Quand tu commences, tu vas faire des urgences parce que les plus vieux veulent aller au bloc, parce que c'est comme ça et que bah, les urgences, personne ne veut le faire. En gros, et après, en fait, là, moi, je vais retourner où je suis là au prochain semestre et je ne vais faire que de la que de la chirurgie. Donc, ça veut dire que pendant 6 mois, je vais faire que de la chirurgie gynéco et des gardes et des gardes gynéco-obstétriques, par contre. Mais du coup, ça veut dire que pendant 6 mois, je vais faire de la chirurgie quasi tous les jours, sauf sur les repos de garde où je ne serai pas là. Et là, dans les centres périphériques où bah, du coup, tu as une activité chirurgicale qui est quand même moins importante, euh, tu pouvais y aller, je dirais, 2 fois par semaine à peu près, environ. Et puis quand tu commences, logiquement, j'avoue, les premiers semestres, quand tu es au début, dans ta première année, la priorité, c'est pas forcément la chirurgie, c'est vraiment savoir te débrouiller aux urgences, savoir prendre en charge des pathologies obstétriques, des prises en... et avant de faire de la chirurgie, quoi. J'avoue que tu en fais un petit peu la première année, mais t'es pas prioritaire et tu fais pas tu fais pas un semestre entier de chirurgie gynéco la première année, quoi. Ok. Et après, ça dépend comment tu orientes ton truc, parce que, enfin, ton internat, moi, par exemple, voilà, je veux m'orienter vers de la chirurgie. Tu peux faire des interchus, en fait. Tu peux partir en dehors de ton CHU pour te former à la chirurgie qu'il n'y a pas dans le centre où tu travailles. Donc, si tu veux te former, je sais pas, sur de la chirurgie du sein avec reconstruction, enfin, des trucs un peu, tu veux te focaliser que sur de la scénologie, que sur du sein, tu peux aller dans un centre où pendant 6 mois, tu ne feras que de la chirurgie du cancer du sein. Tu peux aller dans un centre où pendant 6 mois, tu ne feras que de la chirurgie du pelvis. C'est c'est aussi une autre chose. Tu peux ne pas faire de chirurgie, tu peux ne pas faire de semestre en salle de naissance et ne faire que de la chirurgie. Enfin, c'est vraiment toi comment tu t'orientes. Qu'est-ce que vous préférez dans votre activité? La diversité. Ah ouais, je Moi, ouais, j'aime beaucoup le fait de pouvoir faire plein de choses et de pouvoir me dire, bah, en fait, plus tard, quand j'en aurai marre de l'hôpital, parce que moi, je me vois travailler, enfin, je voudrais travailler à l'hôpital, je ne voudrais pas m'installer en libéral dans un cabinet. Je me dis, en fait, plus tard, quand j'en aurai marre des gardes et quand j'en aurai marre de tout ça, bah voilà, je pourrais tranquillement me mettre peut-être dans un cabinet et faire de la consultation et tout. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est voilà, l'urgence, ne jamais savoir un peu comment ça va se passer. Et après, il faut savoir que l'avantage qu'on a, je trouve, en gynéco-obstétrique, c'est qu'on a des patients qui vont bien. En fait, les femmes enceintes, elles sont jeunes, elles vont bien. Les urgences que tu as, elles sont jeunes, en fait. Les grossesses extra-utérines, elles sont jeunes, elles sont pas polypathologiques, elles n'ont pas 10 000 antécédents, 10 000 traitements. Euh, et les cancers que tu as, alors oui, c'est vrai que ça, c'est un peu plus compliqué, mais les cancers du sein, c'est quand même des gens qui vont relativement bien. Là, je suis en stage de chirurgie digestive en ce moment. Les patients, ils sont lourds, ils ont des gros antécédents. Et du coup, c'est une autre approche encore, enfin, c'est plus de complications, plus de suivi. c'est Voilà, nous, plutôt. notre population, elle va bien en fait. C'est des gens qui sont quasi tous en bonne santé et qui n'ont pas de traitement, quoi. Donc ça, c'est confortable. Ouais, et puis j'imagine, du coup, psychologiquement, c'est quand même moins dur à gérer quand tu as des patientes finalement jeunes, plutôt en bonne santé, que Ouais. bah, quand tu fais des patients lourds, et tu peux avoir des décès. C'est dur à gérer, effectivement, ouais. Ouais, tu nous as presque tous donné envie de faire de la gynéco. Passe. Non, mais c'est vrai, effectivement, on voit que. Ben, Bah, en vrai, il faut le faire, enfin, il faut le faire par envie. C'est quelque chose qui est prenant quand même. Enfin, c'est un internat qui prend du temps, qui est contraignant. La formation, voilà, si tu veux te former à côté, c'est sur ton temps perso. Enfin, je dirais pas temps personnel, mais voilà,
autant les repos de garde, c'est respecté, autant normalement, on a des jours de formation et des jours enfin, universitaires, comme ils appellent ça. Ça, c'est plus compliqué à avoir parce qu'il y a quand même une activité qui est assez importante et du coup, il y a quand même besoin de beaucoup d'internes, hein, même si les internes ne sont pas là pour faire tourner les hôpitaux, mais voilà, je peux vous le cacher, hein, il y a besoin des internes. Euh, mais quand on aime ce qu'on fait, en vrai, tu le fais avec plaisir et ouais, c'est chiant parce que tu fais des gardes et Attends, mais juste, tu arrives à avoir quand même une vie sociale à côté de tout ça. bah, je sais pas, oui, ça va. Oui, non, j'ai une vie sociale. C'est des sacrifices, hein. C'est sûr que bah, moi, je suis un peu en décalage avec mes autres amis qui ont fini un peu plus tôt et qui font peut-être pas tous forcément des études médicales. Donc voilà, mais j'arrive à avoir des week-ends, j'arrive à partir en vacances, j'arrive à... Voilà. Mais c'est fatigant et c'est sûr que bah, il faut pas... Il faudrait voilà, dire que son temps de sommeil, on le réduit un peu parce que sinon, on veut profiter. Et puis, bah, tant pis, en fait, si tu veux sortir, bah, et puis tu peux boire de l'alcool et tu dormiras 4 heures et tu seras pas bien le lendemain, mais c'est pas grave, en fait. En vrai, ça se passe toujours très bien, quoi. Bah ouais. Allez, une petite question de Quoi Victor. contient pharmacie d'un gynéco, mis à part contraceptif? Qu'est-ce que tu as dans ta trousse? C'est quoi tes outils pharmacologiques? Bah, tu peux avoir de tout. Ah, bah en vrai, il y a plein de trucs. Il y a donc oui, la partie contraceptif. Après, il y a toute la partie sur Les les... urgences, tu peux De avoir de quoi? l'adrénaline, tu peux avoir. Tu peux avoir quoi? Je n'ai pas entendu ce que tu as Non, dit. j'ai dit, ouais, tu as toute la partie sur les urgences. Vas-y, je t'ai coupé, vas-y, continue. Ouais, après, en urgence, bah, toutes bah, les infections urinaires des femmes enceintes, par exemple, donc tu as tout le traitement, tu as la pyélonéphrite de la femme enceinte, tu as l'hypertension de la femme enceinte, tu as la prééclampsie, tu as les patientes qui ont de leur pathologie d'avant à qui tu dois mettre de l'aspirine pendant la grossesse. Tu as bah, tout ce qui est les déclenchements de l'accouchement, en fait, parce que du coup, l'accouchement, bah, quand il se déclenche tout seul, c'est bien, mais quand ça ne se déclenche pas, bah, tu as toutes les prostaglandines, tu as l'ocytocine, tu as toute la prise en charge de l'hémorragie de la délivrance, en fait, tu as tout ce qui est, enfin, c'est pour le coup assez varié. Tu as de l'Hexacil, du Nalador, enfin, des antithrombotiques, enfin, tu as plein de choses, j'avoue que je ne savais pas trop. Tu as tous les antalgiques aussi, la prise en charge antalgique. Oui, et puis en oncologie aussi, pareil, il y a la Et prise en après, charge ouais. plutôt palliative ou les antalgiques de l'oncologie, Ouais. les chimiothérapies, les immunothérapies pour Bon, le cancer. après ça, c'est pas tout ça, c'est pas nous, mais après, oui, tu as toute la prise en charge de la patiente qui va venir parce qu'elle supporte pas certains trucs de chimio, les antiémétiques. Enfin, en fait, la femme enceinte peut faire tous les problèmes d'une personne normale. Elle peut faire des reflux et tu lui donneras du Gaviscon. Elle peut faire une infection urinaire. Elle peut faire une gastro, une grippe. Enfin, elle peut tout faire. Donc, en fait, tu as enfin, t'as tous les médicaments d'une personne normale de toute pathologie qu'elle peut avoir. Et après, la partie contraceptif, bah, tu as tout ce qui est la maturation pulmonaire chez les menaces d'accouchement prématuré. Enfin, c'est... j'en oublie sûrement, mais il y a beaucoup de médicaments. Et il y a le bébé aussi, il y a la patiente et il y a le bébé. Bon, c'est une question Oui, intéressante de Victoria. Je pense que tu lui as donné envie de faire de la gynéco, là. et ce qui est aussi un peu compliqué maintenant que tu dis il y a la patiente et le bébé, c'est vrai qu'il y a un côté quand même qui peut être assez stressant, c'est que tu prends en charge deux personnes en obstétrique. Si tu prends en charge la mère, il faut qu'elle aille bien, que tout se passe bien pour elle, mais en fait, la finalité, c'est quand même son bébé, et c'est ça qui peut être un peu pesant et qui fait un peu peur. Et moi, ce que j'appréhende surtout, enfin, ce qui me fait un peu peur parfois, c'est voilà, se dire que bah, voilà, là, la dame va bien, mais en fait, moi, je suis là aussi pour que son bébé aille bien et que bah, s'il faut faire une césarienne pour que tout aille bien, bah, c'est délétère pour la patiente, mais en fait, c'est bénéfique pour l'enfant. Donc, il y a toujours ce double tranchant de dire la balance bénéfice-risque, de dire est-ce qu'il est trop tôt? Il ne faut pas que je fasse ça avant qu'il soit trop tard. Et ça, c'est une réflexion aussi un peu compliquée. Ok, Mais voilà, c'est très, très varié, vraiment. c'est bon, je pense que tu nous as donné envie, hein. Bon, on a dépassé un petit peu notre heure enfin, de Zoom là avec nos participants. J'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas, je te remercie, Lise, d'être venue nous Pas de parler. souci, merci à toi en tout cas, et merci pour toutes vos questions. Et, je Cool. suis sûre que j'ai oublié plein de trucs parce que j'ai rien préparé et que voilà, je suis un peu venue comme ça. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer à Olivier, il me les transmettra Ouais. sans aucun souci. Moi, c'est pareil, si vous trouvez, enfin, vous pouvez m'envoyer des messages si vous me trouvez sur n'importe quel réseau social ou Twitter ou je sais pas. Il n'y a pas de souci, je pourrais vous répondre sans problème.